Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. Le prestigieux Bal de la Rose, c'est ce samedi soir. Nous vous plongerons au cœur des derniers préparatifs de cet événement qui représente le glamour monégasque. Nous reviendrons ensuite sur la victoire de la Roca Team en Euroleague ce vendredi, au terme d'un nouveau match très compliqué pour les Monégasques. Et ça ne vous aura pas échappé, ce week-end, nous fêtons le dimanche des Rameaux. Pour parler de cette célébration chrétienne, nous recevrons l'abbé Christian Venard. Et enfin, nous prendrons la direction de New York et précisément le siège des Nations Unies pour votre chronique US. Comme chaque année, le Bal de la Rose est un événement incontournable en principauté. Plusieurs mois de préparation en amont pour plusieurs jours de montage. À quelques instants de l'ouverture aux invités, Justin Hadel et Julien Philippot se sont rendus sur place. Il reste encore tellement peu, mais aussi beaucoup à faire. Pour cette 68e édition, le Bal de la Rose s'est vu attribuer par son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, le thème disco. Et cette année encore, elle a donné carte blanche à Christian Louboutin pour imaginer l'événement. Tout ce qui est décor, etc., vient vraiment de l'ambiance musicale. Donc là, l'ambiance musicale, elle venait de l'idée de faire le Disco Monaco. Donc ça vient de la musique disco. Donc ensuite, c'est assez facile. Quand on pense disco, il y a beaucoup de choses qui viennent immédiatement, les paillettes, les boules à facettes, etc. Donc vraiment, le décor vient du fait que la musique qui sera au cœur du bal sera le disco. 59 boules disco, 720 mètres de nappe, 900 vases, bougies et photophores sont mis en place pour transporter les invités plusieurs dizaines d'années en arrière. Une organisation complexe et technique qui, au-delà de la part protocolaire traditionnelle, génère une forme de stress. C'est toujours très inquiétant parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose d'imprévu, mais notre but d'abord, c'est de rendre nos invités heureux pendant quelques heures et qu'ils oublient tous leurs problèmes et qu'ils participent pleinement et joyeusement à la soirée. Et pour profiter pleinement de la soirée, le Bal de la Rose a vu les choses en grand, avec un show à la hauteur des années disco. C'est en tout une 50aine de danseurs qui participeront à l'animation de la soirée. Il va y avoir énormément de surprises dès le début de la soirée. Donc ça va être très dansant. J'espère que les 800 invités vont jouer le jeu et avoir des tenues adaptées. Près de 800 invités qu'il faut aussi nourrir. Pour l'occasion, 40 personnes environ sont mobilisées derrière les fourneaux pour préparer un repas unique. Vu que le thème est basé sur les années 80, on a essayé de remoderniser quelques plats qui se faisaient dans les années 80, avec l'esprit de la cuisine d'aujourd'hui qui est un peu plus floral, un peu plus légère que dans les années 80. C'est donc un repas inédit à l'image de sa décoration. D'ailleurs, la quasi-totalité du décor sera réutilisée. Certains éléments seront, entre autres, récupérés par la Fondation Princesse Grace, transformés, distribués ou revendus au profit de cette fondation. Et avant de se rendre au Bal de la Rose, le prince souverain a assisté à la deuxième demi-finale du Monaco Padel Master. Un match 100% argentin puisque la paire Aguirre-Alfonso l'a emporté sur Alemandy Pereira. La finale aura lieu ce dimanche à 11h30. Revenons à présent sur la rencontre d'Euroleague hier soir entre Monaco et Valence à Gaston-Médecin. 2 jours après la défaite face à Milan, les Monégasques voulaient se racheter devant leurs supporters et ils l'ont fait dans la douleur avec une victoire à l'arraché 79-78. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. C'est le genre de victoire qui comptera en fin de saison. Malmenée par Valence, battue d'ailleurs dans 3 des 4 quarts-temps, la Roca Team est allée chercher avec les tripes un succès crucial dans la course au top 4. Tout avait très bien commencé pour des Monégasques portés par le Facteur X et MVP du soir, Jaron Blossomgame. Le numéro 4 inscrit 11 de ses 17 points dans le premier quart-temps. Monaco n'encaisse que 4 points en 5 minutes 30 et se détache 25-15 après 10 minutes. La Roca Team fait des dégâts près du cercle et Valence reste au contact grâce à ses tirs à 3 points, plus 4 Monaco à la mi-temps, 38-34. Dans le troisième quart-temps, Peter Corneli plante un gros poster sur la truffe de Jovic.
Monaco n'est pas dans un grand soir, mais se bat à l'image d'un Mike James brouillon en attaque, mais hyper impliqué en défense avec ses 2 contres. Ojeleye inscrit 19 de ses 22 points en seconde mi-temps et sur ce N1, Valence passe devant pour la première fois du match, 61-59. Dante Hall, très précieux vendredi soir, réchauffe Gaston Médecin en convertissant une offrande de Mike James. Le numéro 55, maladroit au tir avec un 5 sur 14, marque malgré tout un tir décisif et hyper compliqué à 3 points, à 2 minutes 15 du buzzer pour donner de l'air à Monaco, plus 7. La Roca Team va se faire peur et heureusement que Dante Hall marque ses 2 lancers francs en fin de match, car au buzzer, Chris Jones marque à 3 points, 79-78, victoire laborieuse mais capitale pour Monaco. Huge for us, obviously, everyone's aware of the race to the top 4. Not sure what happened in other games tonight, but we knew tonight we needed to get this one, especially after dropping 1 on 2s on Wednesday. Very proud of our guys, though. We fought very, very hard. Like I just said, we had a tough 2 weeks, scheduling-wise, but, we fought, so very happy for us. À chaque fois qu'on va jouer, à partir de maintenant, ça va être comme des finales pour nous. On va essayer de contrôler notre destin. Je ne sais pas si on l'a en fonction des résultats qui vont se finir. Mais ouais, pour nous, c'est comme des finales à chaque fois qu'on va jouer en Euroleague. Il en reste 4 si je ne me trompe pas, donc ça va être important de tous les prendre. Avec les défaites de Barcelone et Fenerbahçe, Monaco fait la belle opération de cette 31e journée et remonte à la 3e place avec le même bilan que le Pana, 2e, et le Barça, 4e, 20 victoires et 11 défaites. Et le calendrier fou continue pour les Monégasques qui jouent ce dimanche leur 6e match en 10 jours. Ce sera encore une fois à Gaston Médecin à 16h30 face à Strasbourg. En Formule 1, Charles Leclerc n'a su faire mieux qu'une 5e position sur la grille de départ lors des qualifications du Grand Prix d'Australie. C'est Max Verstappen qui a décroché la pole position. Il sera accompagné sur la première ligne de Carlos Sainz. Une visite des ateliers de la direction des affaires culturelles par l'ensemble des membres du comité d'attribution s'est tenue hier sur le quai Antoine Ier. L'occasion de faire un état des lieux, des locaux et de rencontrer les artistes résidents. Reportage Christine Datomel et Julien Philippot. Des ateliers où il fait bon vivre et dans lesquels les artistes résidents trouvent un équilibre et une source d'inspiration. Situés sur le quai Antoine Ier, 4 ateliers sont actuellement occupés. Et si l'un d'entre eux est occupé par 4 étudiants post-diplômés de l'ESAP, un autre est partagé par différents artistes pour une durée de 6 mois. Yannick Cosso, artiste monégasque, est l'un d'entre eux. Le jeune homme a pris le temps de poser ses fusains pour répondre à nos questions dans cet atelier qu'il partage jusqu'au 31 août avec Céline Marin et Robert Tillino, 2 autres artistes aux inspirations différentes des siennes, mais partageant la même vision artistique. Les avantages, c'est déjà d'avoir à l'intérieur du même atelier en fait, différentes approches, différents médiums, et on peut plus facilement en fait, discuter entre nous avec un rapport très simple des pièces qu'on est en train de produire. Parce que souvent, en fait, on crée seul dans notre atelier, on est comme renfermé. Et le fait d'avoir d'autres personnes qui ont les mêmes interrogations, on va dire, c'est un plus. Et si certains ateliers sont partagés par des artistes, d'autres tiennent lieu de résidence. Le compositeur Luciano Chiesa, artiste visuel et musicologue italien, enseignant-chercheur et auteur de références sur le futurisme, a élu domicile dans l'un d'entre eux il y a quelques semaines de cela. Et dans le cadre de sa résidence, il développe un projet pluridisciplinaire Monaco Veloce, une réflexion sonore et visuelle inspirée des idées du futurisme, des machines et de la vitesse. Un projet artistique sur le long cours qu'il partage avec plusieurs entités de la principauté. Il progetto cui sto lavorando adesso, che è una collaborazione che parte dal teatro Princesse Grasse, che poi coinvolge anche Pavillon Bosiot, la Médiathèque de Monaco, Automobile Club de Monaco e l'Académie Ranier 3.
Il progetto si chiama Monaco Veloce ed è in 2 fasi. La prima parte è la costruzione di una scultura all'interno del teatro Princess Grasse che verrà mostrata il 6 luglio all'interno di Art Monte Carlo. Un projet qui mettra donc en scène le Grand Prix de Monaco et un mouvement que l'artiste maîtrise depuis des années, le futurisme italien. À l'issue de cette collaboration, une performance sera donnée à la mi-septembre prochaine sur la scène du théâtre Princess Grasse. Alors comment sont choisis les artistes pouvant prétendre à l'un de ces ateliers? Dans le cadre de l'accueil d'artistes et du soutien à la création, la politique d'attribution de la DAC est bien spécifique. Je vous propose d'entendre à ce propos l'un des membres du comité d'attribution, le compositeur Bruno Montovani. Alors il y a un appel à candidature naturellement où on examine d'abord le parcours des artistes, mais surtout leurs œuvres, parce que ce qui compte, c'est ce qu'ils produisent et ce qu'ils vont pouvoir produire, leurs projets. Et puis naturellement, en fait, très naturellement, il y a des noms qui se dégagent. Et puis, je dois dire que la sélection cette année a été assez unanime sur tous les dossiers, ce qui nous a permis de montrer combien certaines personnalités singulières avaient déjà une identité très forte. On est tous spécialistes d'une discipline en particulier. Moi, je suis musicien, il y a un directeur de musée ou des directeurs du pavillon Bosio qui sont plus dans les arts plastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'est pas là en tant que spécialiste d'une discipline, mais en tant que, on va dire, amateur d'art éclairé au sens très large. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir si cette résidence va transformer ou pas le parcours des postulants. C'est-à-dire, je pense que le potentiel de ces résidences est immense. Le but du jeu, c'est quand même qu'ils sortent en étant différents de ce qu'ils étaient quand ils sont entrés. Cet après-midi, l'espace Lamartine, un lieu intergénérationnel, ouvrez ses portes aux jeunes de 16 à 23 ans. Une journée spéciale découverte dans le but de séduire cette nouvelle génération avec des activités en tout genre. Reportage Justin Adel et Arnaud Humbert. C'est un lieu de détente, un espace de jeu, de sport, ouvert aux plus jeunes comme aux plus âgés. Ce samedi après-midi, les jeunes de 16 à 23 ans avaient l'opportunité de découvrir l'établissement et ses activités. Avec cette journée, l'espace Lamartine a un objectif précis. C'est leur faire connaître ce lieu qui peut être un lieu d'activité, mais c'est aussi un lieu pour se retrouver, pour passer du temps ensemble, pour pouvoir éventuellement réviser ensemble. C'est un lieu de convivialité qui n'est pas réservé effectivement à une tranche d'âge, parce que le clivage, on n'a pas voulu de ça justement, on a voulu que toutes les populations puissent se retrouver. Et l'intérêt d'aujourd'hui, c'est qu'ils viennent, qu'ils découvrent, qu'ils sachent qu'effectivement pour bénéficier de tout ça, il faut être adhérent, mais qu'ils peuvent aussi adhérer pour 1 mois uniquement. 1 mois qui leur permettrait de tester pour ensuite être convaincus. Au programme de la journée, bricolage, musique, sport et même soirée avec un DJ. Tout est fait pour attirer les jeunes, car oui, cet espace est inédit à Monaco. Les animateurs sont ouverts aux suggestions. Le but est surtout de permettre à la nouvelle génération de découvrir de nouvelles choses, et ce, grâce à des activités extrascolaires. Les jeunes qui ont fait le déplacement sont satisfaits. Je pense que c'est génial parce que tout le monde peut en apprendre et puisque peut-être que c'était pas avant à Monaco, les gens peuvent découvrir de plus en plus de choses. Donc ouais, franchement c'est bien. Expérience sympathique parce que c'est pas tous les jours que on peut faire ce genre de choses, surtout de nos jours quoi. L'espace Lamartine propose de nombreux services. On y trouve aussi une salle informatique et un grand espace d'accueil. La convivialité est le maître mot de cet établissement. Alors, qu'attendez-vous? Rien ne coûte d'essayer. Ce week-end, nous célébrons le dimanche des Rameaux en Principauté, l'une des 12 grandes fêtes du christianisme orthodoxe. Pour nous en parler ce soir, nous recevons l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le dimanche des Rameaux ? Ah, c'est le grand dimanche qui précède la fête de Pâques, donc on est à 1 semaine de Pâques, et dans lequel nous reprenons à partir de ce dimanche un petit peu la vie de Jésus dans ses derniers moments sur terre, et on sait par les évangélistes que le week-end d'avant, alors on ne parlait pas de week-end à l'époque évidemment, mais la semaine d'avant, Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem. Alors vous savez, quelques jours auparavant, il était allé trouver une famille qu'il connaissait bien, à une 20aine de minutes de marche de Jérusalem, et à Béthanie, et là, le
frère des deux sœurs, Marie et Marthe, était mort, c'était Lazare, et Jésus ressuscite un mort. Alors vous imaginez un peu, ça fait quand même du bruit, et Jésus vient pour fêter Pâques comme le faisaient les Juifs de son époque au temple à Jérusalem, et là tout le monde l'attend, parce que quelqu'un qui a réussi à sauver, à ressusciter un mort, c'est quand même pas anodin. Et donc c'est ça qu'on va fêter, c'est cette entrée triomphale de Jésus, et on appelle ça les rameaux. Je devance déjà votre question, parce que dans les évangiles, il est dit que les Hébreux, les Juifs de l'époque de Jésus, se saisissent de rameaux pour l'accueillir en criant et en chantant « Hosanna ». C'est donc une célébration étroitement liée au calendrier des Juifs. C'est une célébration qui est étroitement liée, oui, à la manière dont les Juifs fêtaient Pâques, et donc ils continuent à fêter Pâques, et donc c'est quand même très très proche, parce que le catholicisme, le christianisme est quand même issu du judaïsme, et donc cette fête-là est aussi une fête qui est très marquée par le côté très festif qu'on connaît bien ici en Méditerranée, et donc Jésus s'approche de Jérusalem parce qu'il veut venir fêter la Pâques, c'est-à-dire dans la mentalité et dans l'histoire du peuple juif, le moment où le peuple hébreu a quitté la servitude de l'Égypte pour aller au désert et ensuite aller vers la terre promise. Donc Jésus vient pour fêter cela, et il vient à Jérusalem, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et tout le monde va lui faire un accueil triomphal. Et nous allons dans la liturgie revivre ces moments-là. En quoi c'est un événement festif? Qu'est-ce que ce dimanche des rameaux précède? Alors, c'est à la fois festif et, je vais vous dire de manière paradoxale, un peu triste. C'est festif parce que la messe des rameaux débute habituellement le dimanche par la procession. Ici, à la cathédrale, que vous voyez derrière moi, rendez-vous à 10h15, nous partons en procession avec des palmes et en chantant des chants joyeux, et nous faisons le tour du rocher pour revenir à la cathédrale en acclamant, comme l'avaient fait les Juifs à l'époque de Jésus, Jésus qui arrive, Jésus le Messie. Et il y a une très belle cérémonie, parce que aussi à ce moment-là, l'archevêque va être devant, et puis il va frapper sur les portes fermées de la cathédrale en disant « Ouvrez les portes, pourquoi sont-elles fermées ?» Et de l'intérieur de la cathédrale, quelqu'un répondra « Qui est le roi de gloire ?» Et l'archevêque reprendra « Ouvrez les portes pour le roi de gloire ». Alors c'est très festif, on rentre, c'est joyeux, et puis aussitôt après, au cours de la messe des rameaux, on va entendre, on va proclamer pour la première fois de la Semaine Sainte l'évangile de la Passion, un des évangiles de la Passion. Et on va suivre déjà Jésus dans sa Passion. Donc c'est à la fois très festif, joyeux, et puis en même temps on rentre déjà de plein pied dans ce que sera la Semaine Sainte, c'est-à-dire accompagner Jésus, vrai Dieu, vrai homme, y compris dans sa Passion et dans les moments les plus terribles qui vont aller jusqu'à sa mort. Que contient la messe des rameaux? Alors, comme je vous le disais, d'abord une procession. Alors on peut faire ce qu'on appelle l'entrée solennelle, une procession solennelle. Donc ici à Monaco, souvent dans beaucoup d'églises, on a cette procession à l'extérieur de l'église. En tout cas, c'est le cas ici à la cathédrale. On vous y attend nombreux. Et puis ensuite, c'est le déroulé, j'allais dire, ordinaire de la messe, avec un évangile un peu plus long, puisqu'on lit toute la passion du Christ depuis la veille de sa mort, le moment qu'on fêtera le jeudi saint, dans quelques jours, hein, le moment où il retrouve ses disciples pour son dernier repas, puis Jésus dans sa passion, qu'on fêtera le vendredi saint, puis la mort de Jésus, ce grand temps de silence. Et donc on va rentrer aussi de plein pied au cours de cette messe dans cette dimension un peu dramatique, pas un peu, dans cette dimension dramatique de la vie de Jésus. Et vous savez que c'est le moment où on dit que eh bien, les cloches s'en vont à Rome. Une petite tradition, puisque effectivement à partir du dimanche des rameaux, on ne sonnera plus les cloches jusque dans la nuit de Pâques, où au milieu de la nuit va surgir le chant de l'Alléluia, ça y est, il est ressuscité, et les cloches se remettront à sonner. Et alors, d'un point de vue populaire, il y a eu cette tradition de dire les cloches s'en vont à Rome. Je vous rassure, elles restent dans le clocher de la cathédrale, mais on ne les entendra plus, dans tout Monaco, on n'entendra plus les cloches sonner pendant toute la Semaine Sainte. Une fois que les célébrations de ce dimanche des rameaux sont terminées, que faisons-nous ensuite avec ces rameaux ?
Alors, chez les chrétiens, l'habitude, c'est de conserver ces rameaux qui ont été bénis. Ici, ils seront bénis solennellement par l'archevêque. Et donc, on les conserve à la maison. En général, on les met, on les accroche aux croix, aux images saintes à la maison, pour se rappeler bien un peu à quel point nous devons à Dieu notre salut, pour se rappeler ce moment qui est le moment le plus fort de l'année liturgique, qui commence avec le dimanche des rameaux et qui se termine avec le dimanche de Pâques. C'est vraiment, j'allais dire, la semaine des semaines liturgiques pour les chrétiens. Et donc, c'est un signe que nous mettons. Et en même temps, le rameau, si vous voulez, c'est un symbole de vie. C'est un symbole de force. Et donc, en l'accrochant à la croix, on a à la fois la croix qui est le lieu où le Christ est mort, et à la fois le bois, pour reprendre une hymne ancienne de l'Église catholique, par lequel la vie nous est redonnée. En donnant sa vie sur la croix, le Christ nous donne sa propre vie. Il nous promet la résurrection. Il nous promet qu'au-delà de la mort, nous-mêmes, nous vivrons pour toujours. Merci beaucoup, Christian Venard, pour vos éclairages sur ce dimanche des rameaux. Eh bien, bonne fête des rameaux à tous et bonne entrée en Semaine Sainte. L'Institut audiovisuel de Monaco inauguré dans son cabinet de curiosité hier soir l'exposition « La jeunesse de Télé Monte Carlo ». Des objets et des images historiques ramènent à la genèse de la chaîne, de sa première diffusion le 19 novembre 1954 jusqu'aux premières images en couleur datant de 1974. Ce voyage dans le passé est disponible jusqu'au 31 janvier 2025. Vous étiez peut-être à l'espace Léo Ferré hier soir pour assister au concert événement d'IAM. Le mythique groupe de rap français faisait son retour en principauté plus de 4 ans après un concert exceptionnel joué avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'était en novembre 2019 à la Salle Garnier. Écoutez les membres emblématiques Akhenaton et Shuriken peu avant leur montée sur scène. Ils sont au micro de Frédéric Elion. De la planète Marseille, soleil, le poison, ceux qui nous emmerdent derrière une cloison, ils ne supèrent pas, plongés dans le noir, de la délinquance, c'est retourner le soir, que le monde est passé, que de folie. On a un souvenir assez magique des 2 jours à Garnier, c'était vraiment deux très belles soirées. On avait fait la rencontre aussi de pas mal de personnes qui étaient venues et qui avaient acheté les billets depuis longtemps. Et la bataille des billets qui avait eu lieu à l'époque, on est très heureux d'être là et de venir jouer à Monaco. La raison pour laquelle les gens voulaient absolument être sur la route et avoir quelque chose qui sorte cette année, c'était pour les 50 ans du hip-hop. Et c'est vrai qu'on profite de ça. Pour nous, tout est prétexte à faire de la scène. Il faut savoir, on est un groupe qui passe énormément de temps sur scène. Et pour nous, c'était aussi pour l'occasion, pour marquer le coup, faire un petit clin d'œil aussi à notre histoire à nous. Et à travers ce concert, on navigue dans le temps, mais vraiment, vraiment. Il y a des failles spatio-temporelles comme ça, et on passe à travers, de temps en temps, on en franchit une. Et je vous laisse voir, vous verrez ce soir où ça vous mènera. Et comme IAM, l'opéra La fille du régiment de Donizetti est de retour à Monaco. Créée en 1840 à Paris, cette pièce en 2 temps est proposée à l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'à dimanche prochain. Une production haut de gamme mise en scène par Jean-Louis Grinda. José Sacré et Arnaud Imbert ont assisté à la Générale ce vendredi soir. Regardez leur reportage. Javier Camarena dans le rôle de Tonio, avec lequel il a triomphé sur les plus grandes scènes internationales, et Regula Mühlmann pour la première fois à Monaco et pour la première fois dans le rôle de Marie dans La fille du régiment de Donizetti.
Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le chœur de l'opéra sous la direction de Jon Marin, dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda, La fille du régiment de Donizetti sera à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo du 24 au 30 mars. C'est ce qu'on appelle un opéra comique. Qu'est-ce que c'est qu'un opéra comique? C'est un opéra, bien sûr, mais avec du texte, avec des scènes, des dialogues, non pas des récitatifs accompagnés au clavecin ou que sais-je. Donc ça nécessite un exercice très particulier pour les chanteurs qui doivent être capables de bien faire les deux. Ça raconte une histoire qui paraît simple ou simplette, mais qui est quand même un peu plus profonde que ce qu'on croit. Il s'agit quand même d'une petite fille qui a été perdue par ses parents, égarée dans la bataille. Son papa est décédé, sa mère la cherche désespérément. Donc, sous le couvert du côté militaire et en même temps du côté entraînant de la musique, il y a toujours cette petite larme qui pointe à l'œil et qui fait écrire à Donizetti des pages absolument merveilleuses. C'est l'heure de la chronique américaine. Alexandra Pani, bonsoir. On vous retrouve du côté du siège des Nations Unies à New York pour un événement lié à l'avancée des égalités entre les genres. Bonsoir à vous. De retour aux Nations Unies, effectivement. Durant 2 semaines se déroule la 68e CSW, la Commission de la condition de la femme. Il s'agit, après l'Assemblée générale, du 2e événement qui rassemble le plus de monde et notamment des acteurs externes à l'ONU. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à un événement parallèle organisé par ONU Femmes, auquel l'ambassadrice Isabelle Picot a participé. Reportage. Push Forward, aller de l'avant dans la défense de l'égalité des genres, les droits humains et la démocratie. C'était là l'enjeu de cet événement parallèle organisé par ONU Femmes. We are at a time when both there are very consequential elections in the world and they will matter seriously for gender equality. We are also at a time everywhere in the world, in countries and in global spaces, where policies are being made, where we see a real pushback on gender equality, on women's rights, on human rights, on democracy. But at the same time, there is a lot of work that is going on in countries. The focus of this event was really to uplift those kinds of experiences, to be able to look at what strategies are working so that that knowledge is amplified, so that we can bring that knowledge into the global spaces in order to be able to expand both the knowledge and the partnerships and the commitment that when people come together across these different sectors, pragmatically, change happens and there's results to show for it. Mettre en valeur les initiatives qui ont fait leurs preuves dans certains pays pour montrer l'exemple. L'ambassadrice représentante permanente de la Principauté, Isabelle Picot, était parmi les panélistes invités. Je vais participer au 2e panel avec une ancienne athlète basketball de l'Afghanistan qui est membre du CIO. Et nous allons parler de comment le sport peut contribuer à l'égalité des genres, au développement de la femme, à l'éducation et à la démocratie. Que ce soit dans le domaine des océans ou dans le domaine du sport, bien évidemment, nous suivons le leadership du prince souverain. Donc ce sont 2 thèmes essentiels où Monaco joue un rôle particulier. Pour le sport, en ma qualité de coprésidente du groupe des amis, donc nous nous attachons à défendre une terminologie toujours pour rappeler le rôle du sport, conformément au programme de développement à l'horizon 2030, dans le développement des ODD et surtout pour les partenariats pour la mise en œuvre des ODD. Apprendre des réussites de nos voisins, partager nos expériences vécues pour que du positif individuel ressorte un succès global, car les objectifs communs sont avant tout l'avancée de l'égalité des genres, des droits des femmes et plus largement des droits humains. Terminons ce journal avec le point météo de Justin Hadel. Bonsoir Justin.
Bonsoir Yannick, une journée plus ou moins ensoleillée vous attend demain en principauté. Quelques nuages pourront venir perturber le ciel monégasque, mais ce n'est rien par rapport à ce qui vous attend dès lundi. Concernant les températures, 10 à 16 degrés, le thermomètre de l'eau lui atteindra les 15. C'est donc globalement un temps doux pour terminer la semaine. Demain, le soleil se lèvera à 6h23 et se couchera à 18h49. En ce dimanche 24 mars, n'oubliez pas les Catherines. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite des instantanés de Frédéric Nébinger. Il a immortalisé la formation des commissaires de course de l'Automobile Club de Monaco. Un exercice annuel obligatoire avant les Grands Prix. Nous y reviendrons dans votre édition du dimanche. Passez une excellente soirée. À demain, 18h30.